Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci d'être là pour une nouvelle histoire. Sous la Restauration, dans la nuit noire, Cordelia, jeune russe, épuisée, se plaint du long chemin à pied vers Pibrac auprès de son compagnon Fulbert. Fulbert est un ancien grenadier de l'armée napoléonienne, devenu violonneux itinérant. Un homme approche mais les prenant pour des brigands, il leur jette sa bourse. Fulbert la ramasse contre l'avis de Cordelia, dans l'intention de pouvoir s'offrir une chambre pour la nuit. À l'auberge, Bayadou et Jarige discutent et se plaignent de l'ennui de l'époque. Mais arrive le bedeau qui raconte l'attaque dont il a été l'objet avec pas mal d'exagération, ce qui va entraîner des conséquences inattendues. Pour écouter la suite, restez avec moi. Écoutons cette histoire ensemble. Merci. Fulbert. Mon enfant. C'est encore loin. Ah, je n'en sais fiche-toi rien. Peut-être une lieue, peut-être plus. Les nuits d'octobre sont bien belles en Gascogne. On se croirait encore en juin. Tu ne trouves pas cette nuit superbe, Cordelia? C'est difficile de trouver la nuit superbe quand on marche depuis le petit jour, Fulbert. Les routes de Gascogne sont aussi dures au talon que celles de Picardie. Oh, je suis fatiguée. Quand j'ai fait la retraite de Waterloo avec l'empereur, Cordelia, nous nous sommes traînés 6 jours et 6 nuits dans la poussière, sans même nous asseoir pour manger notre pain. Quand nous nous sommes arrêtés à Fontainebleau, nos souliers n'avaient plus d'autre semelle que la plante de nos pieds. 6 jours et 6 nuits, Cordelia. Vous aviez tellement peur. Non, nous n'avions peur de rien, mon enfant. Nous avions déjà fait la retraite de Russie dans les pires conditions. Oh, ne me parle pas de la Russie. Ah, pauvre enfant, je te revois encore. Quand mon régiment t'a recueilli sur les bords de la Moskova. Malheureuse orpheline. Tu n'avais pas écouté les histoires horribles que tes compagnons colportaient sur les soldats de la Grande Armée. Tu nous as suivis sans crainte, sans une larme. Et tu parlais le français mieux que nous. Mon institutrice était de Saint-Quentin, elle s'appelait Mariette. Oh, mes parents avaient les moyens. C'était avant votre passage. Oh, Fulbert, mon cœur se fond. Où est mon village natal à présent? Où sont ma taïga et mes bois de bouleau sous la neige de printemps? Où est le beau lieutenant de grenadier qui m'a séduite sur les bords de la Moskova? À présent, me voici la compagne d'un violonneux sans avenir qui court les routes de France pour vendre sa musique dans les noces et les banquets. Oh, pauvre de moi! Oh, tu es injuste, Cordelia. J'ai eu des revers de fortune, c'est vrai. Mais l'empereur lui-même en a connu de plus grave, ne l'oublie pas. Ça te console? Mais en un sens, oui. Ma carrière militaire n'était pas trop bien partie, tu sais. Je me suis engagé dans la Grande Armée au moment où elle commençait à perdre toutes les batailles. Je ne peux même pas dire que j'ai fait des campagnes, je n'ai fait que des retraites. Je ne me sens donc nullement déshonoré de gagner mon pain en jouant du violon. Je manie même plutôt mieux l'archet que le sabre. C'est moins lourd. D'ailleurs, j'ai reçu une excellente éducation, tout comme toi, c'est le principal. J'ai été même un des premiers en France à passer avec succès l'examen que l'empereur avait inventé, le baccalauréat. Alors. C'est lui qui a inventé ça? Ah, c'était un sacré bonhomme. La preuve, c'est que même les Anglais nous l'envient. Comment s'appelle le pays où il y a cette noce après-demain? Pibrac. C'est un joli nom, n'est-ce pas? Ça tient de l'oiseau et du coup de fouet. Arrêtons-nous un peu. Laisse-moi m'asseoir sur le talus. Non, ça va nous retarder, mon enfant. Non, il faut que j'arrive en avance si je veux être engagé pour cette noce. La concurrence est nombreuse par ici, tu le sais comme moi. J'ai mal aux pieds. Ah, quand je faisais la retraite d'Espagne, Cordelia, mes pieds envoyaient d'autres. Mais viens t'asseoir près de moi, Fulbert. Mais allons, écoute, tu n'as aucun Prussien, aucun Cosaque, aucun Espagnol à tes trousses cette nuit. Bien au frais dans l'herbe, là, je trouve que c'est une belle nuit. Viens donc t'asseoir. Viens. Non, je craindrais de m'engourdir. Non, je préfère rester debout. J'ai encore du pain et du fromage de Saint-Nathalène. Tu as faim? Tiens. Allez, ma foi, je ne vais pas faire de manière, tiens. Merci. En échange, je t'offre un coup de ce petit vin de pays. C'est à la clarté des étoiles qu'on en goûte mieux le bouquet. Oh, merci, Fulbert. Oh, il est fameux. Dès que je suis assise, d'ailleurs, le pays commence à me plaire. C'est la route qui me tue.
Pourquoi devons-nous toujours courir d'une ville à l'autre, sans nous arrêter un mois ou deux quand le pays nous plaît? Ah, c'est le métier qu'il veut, Cordelia. Ah, je voudrais me reposer dans un pays comme celui-ci. Et dans une maison à moi. Cordelia, l'empereur m'a dit un jour, marche ou crève. Et depuis, je ne me suis jamais arrêté. Oh, écoute. Écoute, voilà quelqu'un sur la route. Oui. Ma foi, oui. Quelqu'un qui vient de Pibrac et qui se dirige vers Nérac, ça m'en a tout l'air. Ah. À cette heure-ci, ce n'est sûrement pas un poltron. Demande-lui si on est encore loin de Pibrac. C'est une idée. Oh là! Oh là, l'homme! Eh ben, approche! Qu'est-ce que c'est? Mais approche! J'ai quelque chose à te demander. Oh, ne reste pas planté là comme si tu voyais quelqu'un tomber de l'étoile polaire. Alors, aurais-tu peur? Oh, regarde-moi de plus près. Ai-je donc si mauvaise mine? Est-ce que vous viendriez de Pibrac par hasard, mon brave? Oui, non, n'approchez pas, ne me touchez pas. Je suis Chardon, le bedeau de Nérac. Je ne fais de mal à personne. J'ai une femme terrible, une belle-mère impotente, 6 enfants et un autre qu'on attend. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Vous venez de Pibrac, monsieur le bedeau? Mais non, pitié. Voilà ma bourse. Mais... tout ce que j'ai sur moi. Oh, je vous jure, tout. Laissez-moi la vie, pour l'amour du ciel. Hey! Oh! Hey! La vie revient! Mais reviens donc! Mais... Oh! Oh, ma parole, ce bedeau croit avoir le diable à ses basques. Mais qu'est-ce qui m'a fichu un froussard pareil? C'est sa manière à lui de faire une retraite, Fulbert. Tiens, voyons ça. Ah, mais oui. C'est bien sa bourse qu'il a jetée à mes pieds, le malheureux. Faut-il que mon aspect soit repoussant? Oh, ben il ne s'est pas moqué de nous, hein? Les bedeaux gascons sont plus riches que leurs confrères du Nord, apparemment. Eh ben, dis donc, il y a là-dedans de quoi nous permettre de passer quelques instants agréables dans la meilleure auberge de Pibrac. Enfin, si elle nous convient. Comment tu vas garder cet argent, Fulbert? On ne rend jamais ce que l'ennemi abandonne sur le terrain, mon enfant. C'est une vieille tradition chez les grenadiers, aussi ancienne que la grenade. Franchement, Cordelia, moi, un ancien brave de la grande armée, tu me vois en train de courir après un bedeau? C'est comme je te le dis, Jarige. Depuis 1815, Nérac somnole, Nérac se congestionne, Nérac se pétrifie. Et avant, c'était les révolutions, les terreurs, les empires. Ça allait, ça venait, ça donnait du mouvement et ça stimulait les affaires. Maintenant, bien sûr, on a la restauration. On est tranquille. Eh oui, on a la paix. On se mange le cochon en famille, on se boit le vin entre amis au poisson couronné après souper. Eh, Rosette, remplis un peu le verre de Jarige et le mien, la langue nous pèle. Voilà, monsieur Bayadou. C'est vrai qu'il fait une chaleur avec tout ce monde ce soir. Ouais. Ah, verse-dru, il faut que ça dépasse un peu le bord du verre sans sauter par-dessus. Comme ça, monsieur Bayadou. Magnifique, Rosette. Oh, vous en dites plus que vous ne pensez, monsieur Bayadou. Ça, je te jure bien que non, petite. Si je te disais tout, la couleur te monterait jusqu'aux cheveux. Et ma femme m'arracherait les derniers qui me restent. Elle est rusée, cet enfant, hein, Jarige? Ouais, j'en ai connu de plus rusé qu'elle, malgré tout. Oui. À ta santé, Bayadou. À ta santé, Jarige. Où en étais-je? Tu me disais qu'on manquait de mouvement, hein, Nérac. C'est ça. Je te disais qu'on commençait à s'embêter. Ouais. On est tranquille, on a la paix et on s'embête. Hein. C'est comme une palombe en volière, tiens. Personne ne cherche à lui faire du mal. Elle les nourrit mieux que la reine. Enfin, elle a tout ce qu'il lui faut pour être heureuse. Eh bien, tu lui demandes ce qui lui ferait plaisir. Elle te répond qu'elle préférerait retourner dans les bois où l'attendent le froid, la famine et les bêtes féroces. Eh bien voilà, Nérac, c'est la palombe en volière. Je dis ça à ma femme, elle me traite de citrouille apoplectique et d'énergumène. Et elle ose te traiter de tout ça? Ça glisse. Je prends ma canne, mon chapeau et je fais un tour jusqu'au poisson couronné, le temps qu'elle se calme. Non, et ce que je viens de te dire à propos de Nérac, Jarige, il n'y a pas qu'à Nérac, c'est partout pareil. Tiens, mon cousin Gravouille. Gravouille, ouais. Il a son fils à Paris pour les études. Ouais. Eh bien, le petit lui écrit que c'était pareil, même là-haut. Ils appellent ça le mal du siècle, il paraît. Le mal du siècle. Eh oui, ils s'ennuient tellement qu'ils se battent dans la salle de la Comédie Française. Comme ça, on ne sait même pas pourquoi. Le mal du siècle, c'est bien une invention de là-haut. Hein. Oh, malgré tout, moi, ils m'ont jamais beaucoup épaté, les Parisiens. Eh, moi, Jarige, ce mal, je l'ai. Toi? Oh, me fais pas rire. Bayadou. On
Oh, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe, ma parole? C'est le Bodo qui fait ce remue-ménage? Oh, Bodo! Non, mais qu'est-ce qui lui arrive? Eh là-haut, mais il se trouve mal. On dirait bien, oui. À boire, je vais passer. Il va passer sans avoir rien dit. Donne-lui vite à boire. Zouvre, Rosette. Cette vierge, c'est vrai qu'il a l'air bien malade. Et tiens-lui la tête, petite. Là, la Bodo, bois tranquillement. Tu as l'éternité devant toi. Ah, tenez, regardez. Il a le sang qui lui remonte à la figure. Ça va déjà mieux. Ça va mieux, Chardon? On te demande si ça va mieux. Oui, ça va mieux. Oh, voilà, alors reste assis, les pieds calés. Rosette va te servir un autre verre. Et tu vas nous raconter ce qui t'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, vous tenez à le savoir? On aimerait, ou alors si tu as eu seulement un malaise. Écoutez-moi. Mais s'il y a dans cette salle des esprits craintifs, il vaudrait mieux qu'ils s'en aillent. Car ce que j'ai à dire est horrible à entendre. Alors dis vite. Allez, dis. Mesdames et messieurs, je viens d'être attaqué par des brigands. Des quoi? Des brigands! Des spadassins, des bandits de grand chemin. Oh Dieu du ciel. Mais c'est pas possible, des brigands, mais où? Où? Oui, où tu as été attaqué? Où? Sur la route, il y a une demi-heure en rentrant de Pibrac. Mais autant dire à notre porte. Des brigands à l'Irak? Qui était, bois encore un coup, Chardon, et raconte un peu comment ça s'est passé. Bois, mamie. Vous voulez? Oui. Et bien sûr, on veut. Tu crois pas qu'on va te payer à boire pour que tu restes sans rien dire, non? Bon. Écoutez, Alors écoutez bien. Écoutez-le. J'étais allé à Pibrac ce matin pour régler une affaire avec mon cousin Antoine. Il tient, comme vous savez, l'auberge des Trois Léopards, qui est à Pibrac. Qui est à Pibrac ce que le poisson couronné est en Irak. Autrement dit, la seule auberge digne de ce nom. Merci, Chardon, tu me fais plaisir. Je dis seulement la vérité, Rosette. Rien que la vérité. Dis. Je venais de conclure un marché avec le cousin Antoine à propos d'un lopin qui voulait m'acheter. Un lopin avec de la vigne et 3 pruniers de Reine-Claude. On avait discuté toute la journée, on avait dîné, soupé, bu et rebu, assez pour parler sans rien dissimuler aux partenaires. Alors. À 8 heures ce soir, tout était fini. Le cousin Antoine m'avait payé rubis sur l'ongle et ma bourse se portait quasiment aussi bien que mon estomac. Quand je suis sorti des Trois Léopards, la nuit était tombée. J'ai pris le chemin du retour d'un pas allègre plein d'insouciance comme toujours. Et quand je suis arrivé près du calvaire au carrefour, où prend la route de Flaviac quand on vient de Pibrac en allant vers Nérac, il faisait de plus en plus nuit. C'est donc à la nuit noire que je les ai aperçus, eux-mêmes. Et comme tu as fait pour les apercevoir si la nuit était noire, comme tu dis? Les étoiles reluisaient assez pour me les éclairer, j'arrive. Ah bon? Ils étaient beaucoup? Il y avait d'abord un homme, un gaillard immense, je pourrais dire un géant. Plus grand que moi? Oh oui, bien plus, qui est sorti de la route comme un diable à 2 doigts de mon nez pour me crier « Halte! Ou tu es mort! » Il a dit ça. Elle est horrible ton histoire, Chardon. Je t'avais prévenu, Rosette. Alors, comment il était fait, ce géant? Oui. Ce géant portait un feutre à large bord, une sorte d'énorme tromblon en bandoulière, et me soufflait au nez une haleine qui empestait le fromage de Saint-Nathalie. Oui, c'est bon. Instinctivement, j'ai fait un pas en arrière. Une autre voix me dit alors... Ne bouge pas ou tu perds la vie. Cette voix, messieurs et mesdames, était une voix de femme. Non. Si. Et en détournant mes yeux de l'affreux personnage qui se tenait devant moi, j'aperçus en effet, assise au bord du talus, une femme d'une beauté diabolique. Pas possible. Dans la nuit noire. Elle était si belle et si diabolique, Jarige, que la nuit elle-même s'écartait autour de son visage. Et ma parole, Jarige le Bodo, il doit lire Victor Hugo entre ses angélus. Et alors, Chardon, et cette femme? Elle avait des cheveux dorés comme le vin de Mésignac, et 2 yeux transparents qui me glaçaient les moelles. Et autour d'elle, sur le haut du talus, je distinguais plus de 25 brigands abominables. 25 brigands? Qui me dévisageaient en ricanant.
La chute a été brève, hélas. Profitant de mon désarroi, le géant planté devant moi m'a saisi à bras le corps, a plongé sa main dans ma poche secrète et en a arraché la bourse que le cousin Antoine venait de garnir comme il fallait. peu cher. Après quoi, toute la bande a disparu à la façon d'un brouillard sous la brise. Disparu? Évanoui, Rosette, envolé, et ma bourse avec eux. Dis, Chardon, ces brigands, tu les as cherchés après le guet-apens? Chercher, ah oui, je tiens. Tu les aurais vus d'aussi près que je les ai vus, tu n'aurais pas eu envie de les revoir de sitôt. Même pour retrouver la bourse? Même pour retrouver le trésor de Barberousse, Rosette. Aussi vrai que ce verre est vide. Et bonsoir la compagnie. Le gendarme. Le gendarme. Ah, voilà le gendarme. Juste l'homme qu'il nous fallait. Oui, c'est vrai, Arrive c'est un vrai. peu, Bouzig. Tiens. Chardon t'apporte du travail. Travail, on me dit attention, hein. C'était une heure pour faire travailler un gendarme. De toutes les façons, je peux pas intervenir avant le lever du soleil. Ah, ne ris pas, Alors, Bouzig, mais hein. pourquoi? C'est une affaire sérieuse. Oh là, mais qu'est-ce qui est arrivé, dites? Je viens d'être attaqué par des brigands sur la route de Pibrac, Bouzig. Des brigands? Des brigands. Hein? Oh, voilà une catastrophe, dit. Oh, Rose, ça m'a vite en verre. Et toi, Bedeau, raconte un peu. C'est une histoire horrible, Bouzig. Oh, dites, me fait peur. Figure-toi que j'étais allé à Pibrac ce matin. Ouais. Lorsque tout à Toi, Jarige, qu'est-ce que tu en penses de son histoire au Chardon? Oh, malgré tout, je m'attendais à quelque chose de plus formidable que ça. Et tu crois vraiment qu'il s'est fait dévaliser par des brigands? Ben, et toi? Et moi, je crois que ce serait trop beau. Des brigands en Nérac, t'imagines? C'est pas possible. Alors, il se moquerait de nous? Je dis pas ça. Mais pour moi, il exagère, simplement. Et qu'est-ce qui te le fait penser? Tu te souviens de ce violonneux qui est passé à Nérac ce soir avec une femme blonde habillée comme une créature? Et je les ai pas vus, j'étais au jardin. Eh ouais. Moi, je les ai croisés en rentrant dans la rivière. Ils m'ont demandé la route de Pibrac et ils sont partis dessus. Tu connais le Bedeau comme moi, Jarige. Il est si poltron qui croit voir les Cosaques dans nos vignes dès qu'il aperçoit un cavalier à la tombée de la nuit. Impossible, ça. Maintenant, suppose qu'il ait rencontré mon violonneux à la nuit noire sur la route de Pibrac. Ouais. Suppose que mon violonneux lui demande quelque chose. Ouais. Quelle heure il est ou quelle taille il fera demain. Ouais. Eh bien, je te parie que Chardon croit voir aussitôt Cartouche et Mandrin en train de l'égorger. Il jette la bourse et se sauve jusqu'à nous sans respirer 2 fois en chemin. Ouais. On peut croire que c'est ça qui est arrivé. Et pourtant, Jarige, il n'y a que nous pour le croire. Regarde nos concitoyens, regarde les bons bourgeois de Nérac. Et pense à ce que je te disais tout à l'heure. Voilà 2 fois que le Bedeau raconte son histoire. Et déjà 3 fois que le gendarme vide son verre, tant il s'échauffe à l'écouter. Ils écarquillaient leurs yeux comme si on leur racontait que l'empereur s'est échappé de Sainte-Hélène à la nage et qu'il va venir chez nous remonter la grande armée. Et les brigands, ça les chatouille, Jarige. Ça les démange, ça les fait trépigner, c'est magnifique. Il faut pas laisser filer une occasion pareille. Tu sais ce qu'on va faire, hein? Non. Alors, gendarme, qu'est-ce que tu dis de ça? Eh ben, il faut que je réfléchisse un peu à la question. Ça me paraît bien compliqué. Compliqué. Ouais. Une troupe de brigands vient d'arriver pour dévaster la région et je me suis trouvé leur première victime. Eh ben, ça me paraît pas compliqué du tout. Il s'agit pas de ça, Chardon. Il y a les tenants, les aboutissants, les quoi? conséquences et les déprédations. Tout le diable à 4, quoi. Et ça, c'est mon métier. Rosette, toi-même, qu'est-ce que tu en penses? Je pense cette nuit le Bedeau attaqué sur la route et demain à qui le tour? Ouais, demain, ouais. Et vous, monsieur Bayadou, en qualité de conseiller municipal, vous avez une opinion? Vous voulez que je vous dise mon sentiment tout franc, sans rien cacher? Oui. Sans rien cacher, monsieur Bayadou. Eh bien, mes pauvres amis, ce que je craignais depuis quelque temps est arrivé. Dites. C'est un nouveau coup de la terreur blanche. Ça m'étonne pas de mon cousin ce que tu me racontes là, Bouzig. Ce Bedeau a une tête à attirer les coups du sort. Ça, c'est vrai. Il a comme quelque chose de spécial dans la physionomie. Et quand je pense que je l'ai quitté hier soir,
qu'on s'est touché la main ici même, aux Trois Léopards. Ouais. Et que je l'ai vu partir tout guilleré sur la route de Nérac, sans deviner que les loups étaient après lui, le pauvre. Aïe, aïe, aïe. Quand je pense que les Napoléons que je tenais hier au creux de ma main sont en train de sauter dans les pattes sales de ces bélitres, ça me fait mal au cœur. Et à moi, Antoine, tu crois que ça me fait plaisir? À Nérac comme à Pibrac, on était tranquille jusqu'ici. Les gens m'aimaient bien, je n'ennuyais personne. Avec moi, la justice se faisait oublier. Eh oui. Et à présent, je vais être forcé de sévir. Il va falloir que je fasse des rapports, que je demande des renforts à la préfecture, peut-être. Non. Je risque d'en tomber malade, moi, je me connais. Sans compter que si ça tourne mal, on me mettra tout sur le dos. C'est sûr que je te vois le nez entre les yeux. Dis donc, c'est si grave que ça? Ils sont nombreux? Une quarantaine, à ce que dit Chardon, peut-être plus. Bigre! C'est une armée! Antoine, écoute. Oui. Bayadou prétend que c'est la terreur blanche qui nous aura fait des siennes. Pas possible. Il paraîtrait que si. Et demain, les propriétaires de Nérac font la tournée de la commune pour ramasser les fermages. Les brigands vont tous me les massacrer. Ah, comment veux-tu que je fasse pour assurer leur sécurité? Je suis tout seul. Ceux de Pibrac, alors, c'est la même chose? Moi-même, je vais visiter mes fermiers. Il va falloir s'armer jusqu'aux dents, puisque la police est incapable de nous défendre. Antoine, tu me fais peine. Enfin, ces brigands qui les commandent. Un homme et une femme, comme à l'incendie de Saint-Florentin en 97. Un homme et une femme? Ouais. Un homme de haute taille, coiffé d'un chapeau à large bord, et une femme blonde avec des yeux bizarres. Attends, Bouzig. Ouais. Oh, Boudiou, si c'était eux, il manquerait plus que ça. Mais qui est-ce? Bouzig, cette nuit, vers 10 heures, Ouais. j'ai vu débarquer ici aux Trois Léopards, à Pibrac, un homme de haute taille, coiffé d'un chapeau à large bord, et une femme blonde avec des yeux blizzards. Alors tu es certain? L'homme m'a dit qu'il jouait du violon et qu'il venait pour la noce à Ducassou. Je lui ai dit que Ducassou se mariait plus. Il m'a dit qu'il regrettait, mais qu'après tout, ça n'avait pas tellement d'importance, et qu'il allait souper et coucher dans ma maison. Il m'a montré de l'argent, je ne pouvais pas le laisser dehors. Ça m'a d'ailleurs paru curieux qu'un violonneux ambulant soit assez riche pour s'offrir les Trois Léopards. C'est cher ici, c'est vrai. Et surtout qu'il avait les bonnes manières, et que la femme était agréable à regarder. C'est ce que tu me dis à présent qui m'ouvre les yeux, Bouzig. Si c'était eux, tu réalises? Diable, si je réalise. Eux venus voir ce qu'il y avait d'intéressant à faire pour des brigands à Pibrac, et particulièrement chez moi. Ouais. Et où ils sont maintenant? Mais là-haut, dans leur chambre. Ils sont encore ici? Je leur ai monté moi-même à déjeuner tout à l'heure. Et voilà. Tiens-toi un peu, Antoine. Il faut surtout pas donner l'impression d'avoir peur. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous avez bien dormi? Oui, très bien, merci. Votre maison est charmante. Merci. D'ailleurs, le village entier est charmant. Et quel calme. Oui, par ici, c'est surtout le calme. Oui, pas de bruit, pas d'agitation. Le calme complet. Et quelle belle journée. Oui, ça sera encore du beau temps, je crois. Vous avez un bien bel uniforme, brigadier. C'est la nouvelle tenue? Oui. C'est la nouvelle tenue. Et j'aurais quelque chose à vous demander personnellement, monsieur le musicien ambulant. À moi? J'ai parfaitement, à vous. Eh bien, je vous écoute, mon ami. Monsieur, ne va pas trop fort, Bouzig. Laisse-moi faire, je connais mon métier. Monsieur, la nuit passée, c'est-à-dire celle du jeudi au vendredi, sur la route départementale qui mène de Pibrac à Nérac, après le carrefour de Flaviac, vous voyez? Oui. Nonobstant l'obscurité profonde et les ténèbres, un honnête travailleur et bedeau de Nérac nommé Chardon, Chardon Polymile Chardon, a été sauvagement assailli et conséquemment dévalisé par une troupe de malandrins et tyrolènes encore non identifiés. Oui. Et alors? Et alors, comme vous prétendiez avoir parcouru cette nuit la même route que la victime, également à pied, mais
en sens inverse. C'est-à-dire de Nérac vers Pibrac, si vous me suivez toujours. Attendu donc que vous prétendez... Comment que je prétends? Que vous prétendez prétendre... Non, mais qu'est-ce que ça signifie, brigadier? Je prétends. Là, vous allez prétendre, vous, je suppose que mes prétentions ne sont pas conformes à la vérité? En somme que je mens. Ah, attention, non, je n'ai pas dit ça. Ah, il me semble pourtant à moi aussi l'avoir compris. Non. Oh, c'est d'ailleurs à peine croyable. Mais de quoi m'accusez-vous? Mais Non. Je connais la musique, hein, ne perdons pas de temps. Vous me soupçonnez d'avoir volé cet homme sur la route. C'est bien ça. Mais non, il n'a jamais dit ça, voyons, calmez-vous. Enfin, en monsieur. bref, vous m'accusez d'avoir commis un acte de brigandage. Oh, quelle horreur. Bon, alors répondez! Mais non. Et si c'était la vérité? La vérité... Oui, la vérité. Mais quelle vérité? Imaginez que je sois le chef de plus de 60 coupes jarret. 60? Et que mes hommes, dissimulés autour de ce misérable village, n'attendent qu'un signe de moi pour l'envahir et le mettre à feu et à sang. Un signe ou une absence qui se prolongerait au-delà d'une certaine heure convenue, par exemple. Vous saisissez? Cela signifie que si l'on essaie de toucher un cheveu de ma tête, l'assaut sera immédiatement donné à Pibrac. Et ce nom ridicule disparaît aujourd'hui même de la carte de France. Oh, au nom du ciel, monsieur, je vous supplie de ne rien faire de tout ça. Et moi, je vous en supplie, monsieur, au nom de la loi. Combien vous dois-je pour mon séjour dans cet établissement, monsieur l'aubergiste? Oh, mais rien, monsieur, rien du tout. Les 3 léopards ont été trop heureux de vous être agréables. Ah non, je ne songe pas à nier l'agrément de vos léopards, monsieur, mais je veux payer mon dû. Ah, puisque je vous dis que vous ne me devez rien. Tenez. Voilà. Hein? Mais gardez tout. Comment Allez, viens, Cordelia. Quittons sans remords ces lieux où règne le doute et la suspicion. Messieurs, je vous donne le bonjour. Bien brave. Bien entendu, tout ce que je vous ai raconté n'était qu'une vaste plaisanterie. Au revoir, monsieur l'aubergiste. Au revoir, gendarme. Au revoir. Oh là 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 là. Plaisanterie. Ça voudrait dire qu'il s'est moqué de nous? Oh, mais Antoine, mais tu es blanc comme la mort. Qu'est-ce que tu as? Bouzig. La bourse qu'il a tirée de sa poche à l'instant pour me payer sa note. Eh ben... Et c'est la bourse de Chardon. La bourse du Bedeau? Ouais. Oh, par exemple. Oh, Dieu. Oh là, oh Brunel. Tiens, j'arrive, tu les vois? Ils sortent les 3 léopards tous les deux. Et tu es sûr que c'est eux, Bayadou? Je les ai vus hier soir, j'arrive. Ils ont pas la couleur des gens du pays. Tu te souviens ce qu'a dit Chardon? Un homme plutôt grand, avec un chapeau à la Très grand même, très grand. Oui, et un tremblant en bandoulière. Et tu l'aperçois, le tremblant? C'est son violon, pardi. Et la femme blonde, il y en a pas tellement dans la région. Et c'est peut-être bien eux, mais j'aurais cru l'homme plus grand, malgré tout. Et il faudrait les aborder avant qu'ils disparaissent. À la vue de tout le monde, tu crois que c'est prudent? Tiens, voilà Antoine sur le seuil de l'auberge qui les regarde partir. Ah, et Bouzig auprès de lui, grand Dieu, qui le regarde aussi, pourvu qu'il aille pas faire des sottises, le misérable. Bouzig, en tout cas, il a pas l'air décidé à leur courir après, hein? Tiens, les 2 autres prennent la route de Flaviac. Nous allons nous retirer discrètement et les rejoindre par l'autre chemin. Ouais. Allez, Prunelle, mes yeux. Doucement, ma belle, on fait demi-tour. Fulbert, la tête du Pandore. Oh, j'ai cru mourir. Il aurait avalé son sabre qu'il n'aurait pas été plus inquiet, le pauvre. Oh, pourquoi lui as-tu raconté toutes ces balivernes? Oh, il m'énervait avec son gros air soupçonneux et ses discours de gendarme, là. Il aurait été capable d'insinuer que j'avais détroussé le bedeau, ma parole. Et l'aubergiste qui voulait pas de ton argent? Oh, s'il avait pu deviner de qui tu le tenais, il serait tombé raide, le malheureux. Oh là, oh, Prunelle. Excusez-moi, monsieur, et vous aussi, madame. Oui. Vous vous souvenez de moi, peut-être? C'est moi qui vous ai indiqué la route de Pibrac hier à Nérac. Ah oui, en effet, je vous remettrai bien, oui. Mon nom est Camille Bayadou, et voici mon ami Fernand Jarige. Nous sommes tous deux conseillers municipaux de Nérac. Eh bien, enchanté, messieurs.
Je suis pour ma part Fulbert Nicolas, ex-lieutenant au grenadier de la garde et aujourd'hui violon pour noces et banquets à la suite de certains avatars. Ma femme ici présente est d'origine slave et se prénomme Cordelia, fille du prince Platon Semyonovitch Soumikin. Puis-je connaître le nom de votre cheval? Cette jument s'appelle Prunelle, monsieur. Allons donc. Auriez-vous l'amabilité de nous accorder quelques instants d'entretien, s'il vous plaît? Ma foi, je vous écoute. Il serait peut-être plus agréable de nous mettre à l'abri dans ce petit bosquet. Le soleil est bien méchant ces jours-ci. Oui, tu as peut-être raison, Bayadou. Comme il vous plaira, monsieur. Tu ne crains pas qu'ils aient de mauvaises intentions? Je ne crains rien ni personne, mon enfant. Eh bien, messieurs, de quoi s'agit-il? Eh bien, monsieur, voici l'affaire en 2 mots. Le bedeau de Nérac, nommé Chardon, prétend avoir rencontré la nuit dernière sur la route de Nérac à Pibrac une troupe de brigands qu'il a dévalisée. Oui, je sais, oui. Le gendarme m'en a déjà parlé à l'auberge tout à l'heure. Ah, le gendarme? Oui. Me suspecteriez-vous d'être pour quelque chose dans le malheur de votre bedeau, par hasard? Du tout, du tout. Non, mais Ce Chardon est un énergumène, il exagère tout ce qui lui arrive. Je pensais seulement qu'il avait pu vous rencontrer à la nuit noire sur cette route, prendre peur, vous jeter sa bourse et filer comme un zèbre. Oui, vous, de votre côté, vous n'y auriez été pour rien. Pas plus que madame, d'ailleurs. Et en supposant que ce soit arrivé... Oui, enfin, une pure supposition. Cordelia, ma femme, suppose, messieurs, je vous prie de le noter. Mais bien sûr, monsieur. On est là tous les 4 seulement pour supposer, d'ailleurs. Bien sûr. Avez-vous, de votre côté, rencontré des brigands sur cette route la nuit dernière? Aucun. Ah. Donc, ces brigands n'existent que dans l'imagination du bedeau. Je l'ai toujours pensé, Bayadou. Pourtant, monsieur, après le récit terrible de Chardon, le pays entier est persuadé qu'une troupe d'au moins 40 brigands s'est abattue sur le voisinage. Ah, Fulbert a même laissé entendre aux gendarmes qu'ils étaient 70. Aux gendarmes? Oui, ce gendarme m'a commencé à m'agacer. Il me prenait ouvertement pour un écorcheur et je n'avais aucune raison de le détromper. Au contraire, d'ailleurs, je me suis amusé à lui faire croire que la vérité était encore plus noire qu'il ne l'avait prévu. Et il l'a cru? On serait pas tellement surpris. Et l'aubergiste l'a cru, lui aussi? Ce n'est pas impossible. Magnifique. Ah, monsieur, vous êtes une bénédiction pour ce pays. Que dis-je, une bénédiction? Une providence. Ah, oui, voilà qui est étonnant. Pas si étonnant que ça, malgré tout. Il faut vous expliquer que ce pays est en train de mourir d'ennui, monsieur. Allons donc. Ouais. Les gens y sèchent sur pied faute d'exercice. Les enfants naissent la bouche grande ouverte, non pour crier comme des enfants naturels, mais parce qu'ils bâillent déjà dans le sein de leur mère en prévoyant l'existence qui les attendait. C'est la mort d'une civilisation, ça, monsieur. Aussi, quand on a entendu l'histoire du bedeau, Jarige et moi, on s'est dit, voilà ce qu'il nous faut. Les brigands, ça va nous réveiller le pays. On va enfin s'amuser, vous comprenez? Oui, écoutez, ma foi, à vrai dire... Il s'agit de laisser croire aux gens qu'il y a vraiment des bandits en train de rôder autour de Nérac et de Pibrac, et même de renforcer leurs croyances. Une énorme blague. Voilà ce que 2 conseillers municipaux vous demandent de les aider à mettre sur pied, dans l'intérêt de la santé publique. Oh, alors ça, c'est inouï. Une bonne idée, pas vrai? On l'a eu à la même seconde, Bayadou et moi. Non, mais alors, quelles seraient au juste mes fonctions, s'il vous plaît? Et voilà. Ça se passerait demain soir. Oui. Demain, les propriétaires qui habitent la ville vont faire la tournée de leurs fermes dans tout le pays, comme chaque année, pour ramasser l'argent des fermages. Ils ne rentrent jamais à Nérac avant la nuit. Donc, à la nuit tombante, vous vous posterez au bord de la route. Oui. Et quand vous verrez passer le char-à-banc qui ramène tout le monde en ville, vous ferez l'attaque des brigands. Oui, bon, enfin, s'ils sont armés, ça peut devenir dangereux, ça. Nous serons nous-mêmes parmi eux. Nous donnerons les premiers signes de panique. Les autres sont peureux comme des lièvres. Ce sera de suite la débandade. Le principal est de leur faire passer une nuit à courir la campagne. Pour la suite, ne craignez rien, je me charge de tout arranger. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, dis oui, Fulbert, on va s'amuser comme des fous. Eh bien, mon Dieu, je voudrais d'abord soulever la question des honoraires. Voyons, 60 francs, ça irait? 80, ça irait encore mieux. Nourri et logé pendant 2 jours. J'arrive. Ah ben, c'est toi qui as eu l'idée, tu vas pas reculer devant la dépense, maintenant, c'est bon, top est là. À présent, je vais vous expliquer notre plan de bataille. Ma bourse, je lui dis.
Viens donc la chercher, si tu l'oses, poussière de mes mains. Est-ce que vous croyez me faire peur parce que vous vous y mettiez à 80 contre 1? Eh bien moi, Chardon, sacristain de la paroisse Saint-Bénin de Nérac, je provoque en combat singulier n'importe lequel d'entre vous. À l'épée, au sabre, au pistolet, au bousquet, à la grenade ou à main nue, comme on voudra. Non, tu leur as parlé comme ça, Chardon? Bon, je leur ai parlé de telle façon, et ils se sentaient tellement morveux. Ah oui, ils en avaient eu le souffle coupé. Et cette femme diabolique aux yeux transparents, qui était en somme leur Jérémie, leur hérésie, leur égérie, peut-être, c'est ça que tu veux dire, hein? Oh, si ça te peut faire plaisir, moi ça m'est égal, peu importe son nom. Je me souviendrai toujours du regard qu'elle m'a jeté. Quand elle m'a vu tenir tête aussi crânement à cette légion de chenapans. Quel genre de regard? Oh, un regard, Rosette, où je lisais, malgré l'obscurité, de la surprise, de l'étonnement, de la stupéfaction, et une admiration grandissante. Notre Chardon. Les brigands, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils fabriquaient? Chardon, de toutes les armes que tu leur avais proposées, laquelle ils ont choisi en fin de compte? Ah oui, je tiens. Tu parles qu'ils avaient envie de se mesurer avec moi, les bougres. Je les entendais chuchoter entre eux tous les 90. Je commençais à en avoir assez. Alors je dis assez. Comme ça, j'ai dit assez. Fort, comme ça. Alors, ils reculent tous. Et leur chef lui-même, un horrible colosse. Celui qui est... Un monstre. Il avait une espèce de crochet d'acier à la place d'une main et un feutre andalou sur la tête. Lui-même fait un pas en arrière. Et il s'en mêle les pieds dans ses éperons. Ils ont donc des chevaux, ces brigands. Avec les moyens de disposer, hein. Et tu voudrais quand même pas qu'ils aillent à pied, non? Bon, me coupez pas tout le temps que je m'y fais. Non, allez, on t'écoute. Tu dis assez. Donc, je dis assez. Alors, le chef fait un faux pas en arrière et il tombe sur son cul. Le chef, le colosse, et il reste planté en me jetant des regards suppliants. Excusez-moi, Chardon. Oui. Excusez-moi, mais ce n'est pas tout à fait ce que tu m'as raconté hier soir. Pardon? Plaît-il? Oui. Et puis... Laisse-le donc s'expliquer, gendarme. Hier au soir, Chardon venait d'affronter un danger affreux. Il était encore sous le coup de l'émotion quand il est arrivé ici. Ce terrible événement était encore trop récent pour qu'il s'en souvienne en détail. Vous venez justement de dire ce que j'allais lui répondre, monsieur Bayadou, au gendarme. Non, mais écoutez-moi. Il faut que je fasse mon rapport et ça n'est pas facile, un rapport de gendarmerie. Je vous le garantis. Alors si en plus la victime raconte autre chose toutes les 10 minutes, je ne sortirai jamais. Et alors, t'es pas payé pour travailler, gendarme de mon cœur? Oh, Rosette. Pourquoi est payé le gendarme sinon pour faire des rapports de gendarmerie, hein? Oh, mais dites, en voilà assez, hein? Je suis payé pour faire régner l'ordre et respecter la loi. Compris? Donc, je dis donc, Chardon, j'exige des précisions, tu m'entends. Et alors? Combien ces brigands sont-ils exactement? Une centaine au bas mot. Cette vierge, il y avait des chevaux. Mais hier soir, Chardon, tu disais 25. Ah, je me suis souvenu des autres après. Voilà. Parce qu'ils se cachaient un peu. C'est une centaine. Une centaine. De toute façon, c'est beaucoup trop pour un seul gendarme. Ah ouais, ça dépasse les limites de ma compétence. Il faut que j'aille demander des instructions à mes supérieurs hiérarchiques. Pour ça? Demain matin. Demain? Ah ouais. Eh voyons, tu passes pas, Bouzigua. Demain, c'est la collecte des fermages. Il faut que tu viennes avec nous. Ah, c'est la collecte des fermages. Demain, oui. Monsieur Bayadou, vous êtes sûr que vous avez besoin de moi? Ah, mais oui. Ah ouais. S'il y a 100 brigands sur les routes, on va pas se déplacer avec tout cet argent sans notre gendarme, quand même. Ah. Excusez-moi, mais pour revenir à l'histoire de Chardon... Oui. Tu disais tout à l'heure que le chef des brigands te jetait des regards suppliants, le cul par terre. C'est la vérité vraie. Et alors? Alors je me demandais pourquoi tu lui avais quand même laissé ta bourse. Et? Je lui ai laissé ma bourse, monsieur Jarige. Parce qu'il me faisait pitié.
Tu as mis les bouteilles à l'ombre dans la voiture, Rosette? Avec de la paille dessus, ne craignez rien, monsieur Bayadou. Avec le soleil qui fait, je me doute bien que vous ne leur donnerez pas le temps de tiédir. Et le gendarme, où il est? Eh, c'est vrai, ça, où il est, ce gendarme? Il est en retard. Ah non, il viendra pas. Et il viendra pas, par exemple. Et oui, sa femme est venue me dire tout à l'heure pour que je vous prévienne. Bouzig a une fièvre terrible, il n'a pas pu se lever ce matin. Le pauvre homme. On peut pas partir sans avoir pris de ses nouvelles, j'arrive. Oh, sûrement, ce serait pas chrétien. Et dis aux autres de nous attendre, Rosette. On revient à la minute. Juste le temps de voir si le gendarme, il est pas mort. Oui, mes amis. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, gendarme? Je souffre horriblement. Et tu souffres de quoi? Je crois que c'est mes dents de sagesse, dites. Mon pauvre ami. Alors, comme ça, tu vas pas pouvoir venir avec nous, hein? Non. Oh, je m'en faisais une fête. Mais dans mon état, même s'il arrivait quelque chose, je pourrais... Quelque chose? Quel genre de chose? Quelque chose avec... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose dans mon état, je vous servirai à rien, vous comprenez? C'est pourtant pas l'envie de me lever qui me manque, mais c'est surtout toi qui va nous manquer, Bouzig. Tu vas nous faire même sérieusement défaut. Qu'est-ce que vous voulez? On fait pas toujours ce qu'on veut. Hélas, non. Nous sommes bien peu de choses aux mains de la destinée. Eh bien alors, au revoir, Bouzig. Et soigne-toi bien, hein? Mais si, mais vraiment, mais le cœur y est pas. Adieu, gendarme. Au revoir, et peut-être... adieu. Oh, que j'ai mal. Et amusez-vous bien. Bon, alors, tout le monde est là? Eh ben, ma foi, attendez voir, je crois bien, oui. Voyons, 6, 8... 10, 12, 13... 13? Oh, on est 13? Eh ouais, on est 13. Et 15 avec les chevaux, monsieur Jarige. Vous n'êtes pas superstitieux, au moins. Non, bien sûr. Et quand même, j'aurais mieux préféré que le gendarme soit là. Alors, lequel d'entre vous ne reviendra pas? Mais dites, monsieur Bayadou. Oui, qu'est-ce qu'il y a, marrant, ça? Pourquoi vous avez pris tous ces fusils? Parce que... on ne sait jamais, n'est-ce pas? Allez, en route. Allez, oui. Allez. Et alors quoi, j'arrive? Tu as pas l'air dans ton assiette, hein? C'est la nuit qui te rend morose? Ou bien si t'es fermier, t'as encore roulé cette année. Pourtant, ils n'avaient pas d'excuses, hein? Il a pas gelé en mars, il n'y a pas eu de tempête en avril, il a plu juste ce qu'il fallait en mai, et il a fait soleil quand on avait besoin en juin et en juillet. Alors pas d'histoire, le fermier, il paie ce qu'il doit et on n'en parle plus. Hein? C'est ce que j'ai dit au père Bonas cet après-midi. Avant qu'il ait eu le temps d'ouvrir la bouche, je lui ai dit « Bonas !» De toi à moi, il y a 25 ans que tu me racontes tes malheurs avec les larmes dans la voix. Pour une fois qu'il a fait beau toute l'année, tâche moyenne d'avoir la manière. Raconte-moi tes malheurs avec le sourire aux lèvres, puisque de toute façon, tu sais bien que je partirai pas de chez toi sans mes sous. Eh ben, tu me croiras si tu veux, il s'en est mis à pleurer comme un nuage, le vieux farceur. Mais j'arrive, je te parle et tu m'écoutes pas. Mais qu'est-ce que tu as? Bayadou, je suis inquiet. Tu es inquiet? Diable. Inquiet de quoi? Cette histoire de brigand. J'aime pas ça. Voyons, j'arrive, je te déraisonne. Hein. Mais tu sais bien que c'est de la rigolade puisqu'on a monté le coup tous les deux. Ouais, hier matin au soleil, c'était peut-être la rigolade, mais cette nuit, c'est pas pareil. Nous savoir seuls tous les 15 dans cette carriole, avec tout cet argent sur nous, sur cette route déserte, sans autre défense que les fusils de chasse rouillés.
ça me rend inquiet, voyez-vous. Et c'est ce qui prouve que nous avons réussi, Jarige. Nous avons réussi à créer l'atmosphère de terreur qui va réveiller le pays, puisque toi-même tu t'y laisses prendre. Je me laisse prendre à rien du tout. Seulement, mes fermiers m'ont fait le serment qu'il y avait une véritable troupe de brigands dans le voisinage depuis quelques jours. Mais bien sûr, ils croient ce qu'on leur raconte, les pauvres. Ils ne croient pas. Ils les ont vus. Vus? Oui. Enfin, presque. Hier soir, on a vu des ombres suspectes au bord de Chassezac et la flamme d'un feu de camp sur la colline de Bénézec. Cette nuit, on a volé 2 moutons chez Chambonis. Bon, et alors, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'il n'y a pas de fumée sans feu, pas de poisson sans eau et pas de brigandage sans brigand. Mais tu es fou, Jarige. Qui te le dit que le Bedeau racontait des blagues après tout, hein? L'autre, le violonneux, et sa vipère à cheveux filasses. Même pas, ils t'ont rien dit du tout, hein? Alors, si Chardon disait la vérité... Tu imagines, Bayadou, si le violonneux était vraiment le chef de ces brigands, ou même seulement un espion envoyé par eux avant leur ravage... Parle-moi fort, malheureux. Oui. Écoute-moi, Bayadou. T'es-tu demandé pourquoi Bouzig avait refusé de nous accompagner ce matin? Il a dit qu'il avait des douleurs à ses dents de sagesse. Il avait peur, voilà tout. Et il avait peur... parce qu'il savait que ces brigands existent bel et bien. Et comment diable pouvait-il le savoir mieux que nous? Il est gendarme, il me semble. Hein? Et si la police n'était pas la première informée quand il y a des brigands quelque part, ce serait pas la peine d'en avoir une. Qu'est-ce que tu dis à ça? Tu serais une fillette, Jarige. Je te dirais que tu as sans doute vu le loup péter sur la pierre de bois et que ça t'est monté à la cervelle. Mais à toi, un homme qui a de la terre au soleil et de l'intelligence, je dis que tu me fais de la peine. Mais ces brigands, Bayadou, tout de même. Eh oui, le Bedeau les a vus. Et on les a entendus rôder au bord du Chassezac. Et on a vu leur feu de camp sur la colline, à Bénazet. Et les moutons de Chambonis, on les a bien volés. Vos brigands, je vous dis que c'est du brouillard, que c'est de la fumée. Fumée. Vous savez bien que ça n'existe plus, les brigands, au 19e siècle. Là. Alors, de quoi avez-vous l'air, citoyenne de Nérac? Oh, les cœurs, que diable! Alors mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez quand même pas me dire que vous avez peur? Mais qu'est-ce que tu fais, ton fusil, Jarige? Je regarde si il est chargé. Oh, tu charges à balle? La nuit, il vaut mieux charger à chevrotine. Oui, la chevrotine, ça part en éventail, on n'a plus de chance de toucher. Oui, il a raison. La nuit, on n'est jamais sûr de ce qu'on voit. Je te conseille les chevrotines, Bayadou. Tu plaisantes, hein? Tu veux leur faire peur, comme on l'avait convenu? Je plaisante pas du tout. Charge ton fusil. Ah, non, mes amis, écoutez-moi. Là, ça dépasse les bornes. Je veux bien m'amuser, mais pas avec les armes à feu. Je vais tout vous dire. C'est moi qui ai eu l'idée de ces brigands. Mais oui, parle toujours. Oui, dis, tu nous prends pour qui, Bayadou? Tu ferais mieux de charger ton fusil, tu sais, à chevrotine. Hein? Mais laisse-moi tranquille avec mon fusil à la fin. Arrête cette charrette, je veux descendre. Je veux pas continuer à voyager avec une bande de sanguinaires comme vous autres. Et arrête, Jarige, pour l'amour de Dieu. Si on reste tous ensemble, on a des chances de les effrayer, ou au moins de les mettre en fuite. Si je te laisse descendre, ils te gorgeront comme les moutons de Chambolis. Je veux pas qu'on puisse m'accuser de ta mort. Reste où tu es. Mais je vous jure que c'est une plaisanterie, mes amis. Sur la tête de ma femme. Laissez-moi descendre. Bayadou, tais-toi ou je fais un malheur, hein? Oh là! Oh! Qu'est-ce que c'est? Regardez. Il y a comme quelque chose au milieu du carrefour. Oui, c'est comme un char-à-banc. Avec du monde à bord. Je pense bien, oui. Ils sont armés jusqu'aux dames, Bayadou. Mais non! Mais ce n'est pas là que je lui avais dit de nous attendre. Et il devait rester caché. Oui, il s'agit bien de lui, couillon. Ils sont moins 15. Regarde luire les fusils. Oui, c'est le carrefour de la route de Flaviac. Et dites, c'est là que le Bedeau... Mais ma parole, Jarige. Alors? Les brigands. Les brigands! Les brigands? Les brigands! Qui vivent? Ah, tu vas voir qui vivent! Qu'est-ce que ça veut dire, cette fusillade, Fulbert? Ma foi, mon enfant, je n'en sais rien.
J'ai grand-peur. Tu as grand-peur qu'ils n'aient pris peur des brigands pour de bon, et qu'ils aient organisé une battue pour s'en débarrasser. Tu as sondé le fond de ma pensée, Cordelia. C'est exactement de quoi j'ai peur. Notre aimable bourgeois a dû être dépassé par les événements et emporté par le flot qui l'a déchaîné. Mais il faut nous sauver, Fulbert. Si nos poignets nous massacreront. Attends, Cordelia, attends un peu. Attends, écoute. C'est fini. Cordelia, je pense à quelque chose. Non, mais pourtant, si c'est sûrement ça. Ça ne peut être que ça. Mais qu'est-ce que tu as, Fulbert? Viens, mon enfant, suis-moi, courons. Mais où, Fulbert? Si tu cours par là, tu vas les rencontrer. Viens, Cordelia, volons au secours des pauvres blessés, viens. Oh, Fulbert, c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Halte là. Qui vive? Oh, Fulbert, attention. Oh, le malheureux. Le malheureux, son escopette devait être chauffée à blanc. Elle a fait explosion quand il a voulu tirer sur moi. Il a eu la tête emportée. Oh, dommage, c'était le seul survivant, je le crains. Mais Fulbert, explique-moi ce qui est arrivé. Examinons les corps de ces pauvres gens, Cordelia. Tiens, auprès de ce charaban, tu peux reconnaître, figé pour l'éternité dans une pose sublime, le bourgeois de Nérac, que son compagnon hier matin appelait Jarige. Quant à celui qui nous a proposé de participer à ce jeu stupide et meurtrier, voici tout ce qu'il reste de lui. C'est lui qui vient de se fracasser le crâne en cherchant à m'ôter la vie. Auprès de cet autre charaban arrêté au milieu du carrefour, tu peux reconnaître également figé pour l'éternité dans une attitude héroïque, notre défunt ami Antoine, l'aubergiste de Pibrac. Alors, comprends-tu maintenant? Non, pas tout à fait. Les propriétaires de Pibrac et ceux de Nérac ramassaient aujourd'hui leur fermage à travers le pays. Et en rentrant chez eux ce soir, le malheur a voulu, pour eux, que les deux troupes armées jusqu'aux dents se rencontrassent à ce carrefour. Là même où le bedeau Chardon avait failli trouver la mort l'autre nuit. On leur avait tant parlé de brigands qu'ils ont fini par y croire. Et ils ont cru chacun de leur côté se heurter à l'ennemi. Cet affreux carnage est le funeste résultat de leur méprise. Oh, Fulbert, qu'est-ce qu'on va devenir? Gardons la tête froide, Cordelia. Tous ces malheureux transportaient sur eux ce soir des sommes d'argent considérables. Emparons-nous bien vite de cet argent et empressons-nous de gagner la frontière. Car maintenant tu peux être sûr qu'ils vont prouver que c'est nous qui les avons massacrés. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. C'est un excellent roman que celui de Ed McBain, intitulé « Pas d'avenir pour le futur » et publié aux presses de la Cité. Pour une fois, le titre correspond au sujet, ce qui malheureusement n'est pas fréquent dans les annales du roman policier. Le roman repose en effet sur la série de menaces qui pèsent sur un excellent garçon, Tommy Giordano, lequel, le jour même, doit épouser la ravissante Angela Carella. Angela est la sœur de notre ami l'inspecteur de police Carella, lequel a déjà résolu pour nous maints problèmes ardus. Le matin de son mariage, Tommy a trouvé devant sa porte un charmant petit paquet, un cadeau enveloppé à ravir, et qui contient rien moins qu'une de ces araignées au venin mortel qu'on appelle dans la région des veuves noires. Il s'en faut de peu que le futur ait été piqué. Aussi appelle-t-il à son secours, bien avant la cérémonie, l'inspecteur Carella. Qui, d'après Carella, en voudrait à ce point au brave Tommy? Celui-ci ne se connaît pas d'ennemi, sinon à l'extrême rigueur un certain Marty Sokolin, qui, au cours de la guerre de Corée déjà lointaine, l'a accusé de la mort d'un de leurs camarades. Le camarade est mort parce qu'il ne s'est pas jeté à terre à temps pour éviter une rafale de mitraillettes. Tommy, dont le réflexe fut plus prompt, s'est tiré en toute innocence et sans dommage de l'aventure. Faut-il présumer que Sokolin s'acharne à vouloir venger ce mort oublié? Carella se le demande. Cependant, les menaces se précisent, la voiture qui devait emmener le futur et son témoin vers la cérémonie échappe de justesse à un terrible accident provoqué par un sabotage criminel. Enfin, autour de ce qui devrait être une journée de paix et de joie, les accidents et les drames se multiplient jusqu'à l'assassinat d'un voisin, un brave homme d'épicier, que, de toute évidence, le meurtrier a pris de loin pour Tommy. Carella poursuit son enquête et tandis que l'on recherche les traces de Sokolin, il se demande s'il ne faudrait pas incriminer un soupirant évincé de la pauvre Angela. Ce ne sera pas trop d'une mobilisation des camarades de Carella pour traquer enfin le criminel. De suspense en suspense, on est acheminé vers un dénouement dramatique, mais les jeunes mariés ne sont pas tranquilles pour autant. Une note heureuse contrebalance cette atmosphère d'anxiété et de terreur.
La jeune femme de Carella attend un bébé et finit par mettre au monde, mais je m'arrête car il ne faut jamais révéler un dénouement, qu'il soit heureux ou pas. Pas d'avenir pour le futur par Ed McBain est publié aux presses de la Cité dans la collection Un mystère. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. Ce n'est pas aux auditeurs des maîtres du mystère que nous révélerons les qualités d'invention policière du romancier américain Leslie Charteris, ni que l'on présentera le personnage du Saint, ce détective amateur d'un genre si particulier. Tous les amateurs de Leslie Charteris ne manqueront pas d'aller voir Le Saint mène la danse, leur héros préféré. Malheureusement, ils seront probablement fort déçus, et d'abord par l'interprète principal. Félix Marten, qui joue le rôle du Saint, ne possède aucune des qualités qu'il faudrait à un acteur pour incarner ce personnage dont chacun de nous s'est fait une idée personnelle à travers les pages de Charteris. Certes, le portrait que l'on s'est fait de lui peut être différent selon chaque lecteur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne saurait en aucune façon ressembler au Félix Marten que l'on nous montre. Albert Simonin et Jacques Nahum, qui ont signé l'adaptation et le scénario de ce film, semblent n'avoir eu qu'un seul but, entourer le héros d'un essaim de jolies filles, toutes, sauf une, plus inutiles les unes que les autres aux nécessités de l'histoire. Ces demoiselles évoluent dans une maison somptueuse, comme des mannequins de haute couture, font admirer leur plastique, qui est très belle, convenons-en, mettent en valeur leurs robes et leurs déshabillés, à défaut d'un talent bouleversant, bref, font de la figuration à part entière. Tout cela, malgré une certaine ingéniosité parfois dans la fabulation, ne pouvait donner un film très passionnant. Le Saint mène la danse n'est donc qu'une histoire policière de plus, sans style, sans mordant, et dont les pétards, c'est-à-dire les suspens, sont un peu mouillés. Le metteur en scène ne paraît pas avoir eu de très grandes ambitions. Il débite de la pellicule, comme d'autres des maîtres de ruban, c'est d'un commerce facile, et cela fait toujours de l'argent. Oui, mais pour combien de temps ?